Bonjour, bienvenue. Pour les cours de cette année de la chaire Neurobiologie et Immunité, qui portera cette année sur le rôle des interactions neuro-immunitaires, donc des interactions entre les neurones, mais aussi d'autres cellules du cerveau et les cellules immunitaires ou les signaux immunitaires dans la construction des circuits cérébraux. Et on s'intéressera particulièrement au cortex cérébral. Et on abordera aussi la question de leur implication éventuelle possible dans des pathologies neurodéveloppementales. Donc en fait, ce cours s'intègre dans une thématique un peu plus large qui est vraiment située à l'interaction entre le système nerveux et le système immunitaire, comment ces deux grands systèmes qui régulent l'interaction des organismes avec le monde qui nous entoure, microbes, pathogènes, virus, microbiote, et aussi environnement, perception sensorielle, cognition. Alors l'année dernière, les cours ont vraiment porté sur, on va dire, des pathologies ou en tout cas du vieillissement cérébral. On s'est intéressé vraiment à des pathologies neurodégénératives et notamment la maladie d'Alzheimer. Et on a vraiment regardé et mis en évidence que des microglies, qui sont les cellules immunitaires principales du cerveau, les macrophages résidents et d'autres populations de macrophages, en fait, participent à l'évolution de ces maladies de manière causale ou contributive. Et en fait, ce sont des données qui viennent de la génétique humaine, mais également de beaucoup d'études dans des modèles animaux. Et ce qu'on a vu également, c'est qu'en fait, l'interaction entre ces cellules immunitaires et le cerveau mature en situation pathologique et neurodégénérative était vraiment quelque chose de particulier. Ce qu'on a vu aussi, en fait, c'est que ces cellules immunitaires du cerveau, les microglies, rentrent très tôt dans le cerveau et qu'elles maturent en lien avec un environnement local dans la niche cérébrale, mais qui est aussi influencé par des signaux systémiques du corps, l'inflammation et l'environnement microbiote et d'autres interactions neuroimmunitaires. Et donc on a vu comment toute cette trajectoire développementale peut aboutir donc à une contribution, une interaction neuroimmunitaire dans des pathologies plutôt associées au vieillissement. Et cette année, on va s'intéresser de manière beaucoup plus, on va dire, à l'autre spectre de la vie, vraiment à ce que ces cellules et les interactions neuroimmunitaires en général font dans le développement des circuits cérébraux. Et on verra quelques exemples, quelques liens possibles avec des pathologies développementales. Et on regardera vraiment ce qui se passe dans ces phases précoces de construction des circuits. Et on s'intéressera principalement au cortex cérébral, qui est une structure essentielle pour la perception sensorielle, les réponses motrices, mais aussi les fonctions cognitives. Alors, les différents cours, comment est-ce qu'on va aborder toutes ces questions? Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à des principes et on va dire des grandes phases de développement des circuits cérébraux, donc du cortex cérébral. Et bien sûr, en 1h30, on ne va absolument pas tout voir, mais on va s'intéresser à des phases particulières du développement cortical qui vont ensuite être repris dans les différents cours, dans les interactions neuroimmunitaires et qui sont aussi associés à des dysfonctionnements. Et puis on verra dans les cours 2 et 3, en fait, vraiment des fonctions microgliales ou des interactions neuroimmunitaires dans le développement précoce des circuits corticaux et plus tard en interaction avec l'activité neuronale. Il y a des places, hein, si vous voulez. C'est ça. Et puis, on verra dans le 4e cours, finalement, au-delà de l'interaction entre les neurones et les microglies, comment est-ce que d'autres cellules immunitaires, astrocytes, oligodendrocytes, mais d'autres cellules aussi du système immunitaire peuvent interagir et relier, influer le câblage cérébral. Puis les 2 derniers cours seront vraiment ciblés sur des liens potentiels avec les pathologies. Alors, on verra que c'est une question qui est très sensible et particulière, qu'on n'a pas d'argument génétique fort, comme pour les maladies neurodégénératives, mais qu'on a des arguments pour penser que certaines influences peuvent participer dans des contextes particuliers. Et on s'intéressera plus particulièrement à ce qui a été vraiment bien montré dans des modèles animaux de ces pathologies, tout en discutant des contextes qui peuvent être plus liés à des pathologies ou à des modifications de câblage chez l'homme.
Et enfin, on s'intéressera à la mécanique de convergence potentielle entre des risques génétiques connus et des risques immunitaires. Puis il y a un colloque les 12 et 13 mai, donc c'est celui qui sera en anglais, qui regroupera des experts de différents domaines pour vraiment s'intéresser au développement et à la neurodégénérescence, qui reprend en fait le colloque qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière et qui donc fusionne avec celui de cette année. Donc sans plus attendre, on va plonger dans le développement du cortex cérébral pour pouvoir ensuite replacer, s'intéresser aux cellules microgliales et aux interactions immunitaires dans ce contexte. Alors on va aborder plusieurs choses. D'une part, la chronologie générale, essayer de relier ça à des principes cellulaires. On va vraiment se focaliser sur la migration neuronale et notamment l'intégration entre des neurones qui vont être excitateurs et des neurones inhibiteurs, et puis s'intéresser à comment l'activité neuronale, soit spontanée, soit évoquée, peut participer à la construction des circuits. Donc la problématique générale, on va dire, du développement du cortex cérébral, c'est finalement comment est-ce qu'on passe d'une couche neuroépithéliale, ici dans un embryon, à une structure organisée, comme le cortex cérébral ici adulte chez l'homme, qui est formé par toutes ces aires fonctionnelles. Chaque fonction, chaque région est impliquée dans un processus ou dédiée à une fonction particulière. Par exemple, le cortex visuel, on a le cortex auditif, le cortex somatosensoriel, etc. Et c'est ce qui fait que quand on a des lésions dans une de ces régions de ces aires, on peut perdre certaines fonctions et pas d'autres. Et en fait, quand on pense au cerveau, on a souvent l'image d'un ordinateur, d'une machine, de quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, avec l'idée que dans sa construction, quelque part, il y a, on ne va pas dire un design intelligent ou une construction nécessaire, mais qu'en fait, finalement, chaque étape est un élément de construction qui va atteindre la structure adulte finale. Et en fait, ce qu'on sait depuis très longtemps par des études en psychologie expérimentale et clinique, et qu'on a vu réellement au cours de ces dernières années aussi révélé par des études fonctionnelles chez l'homme et dans les modèles d'études animaux, c'est qu'en fait, on a plusieurs phases développementales. On peut le concevoir, on va dire, de manière quasiment intuitive, fœtus, la vie fœtale, postnatale, l'enfance, l'adolescence, des phases différentes. Mais en fait, dans chacune de ces phases, qui est en fait composée elle-même de bien plus d'autres de phases développementales, on va avoir des structures qui fonctionnent, mais qui fonctionnent différemment et qui vont évoluer, transitionner d'un fonctionnement particulier à un autre, avec des rythmes cérébraux différents, des neurones impliqués qui vont varier au cours du temps, etc., etc. Donc l'idée vraiment de séquences développementales qui se suivent, et à chaque étape, on va avoir des circuits, des structures qui fonctionnent, mais qui fonctionnent différemment. Alors ça, c'est, on va dire, une espèce de vision qui, j'espère, va être en filigrane, ou vous allez voir en filigrane dans le cours d'aujourd'hui. C'est vraiment, au lieu de s'intéresser au nombre de synapses, à comment, on va dire, un petit peu au kilo, est-ce qu'on en fait plus, est-ce qu'on en fait moins d'excitateurs, inhibiteurs, c'est vraiment sur un plan qualitatif, comment les circuits s'organisent et s'agencent pendant ces phases. Alors si on revient vraiment de manière très 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 large à la question de comment est-ce qu'on passe d'une couche de cellules ici embryonnaires dans vraiment l'embryon le plus précoce à un cerveau adulte, finalement on peut déjà de manière assez générale définir des grandes périodes assez évidentes. La première, c'est des programmes développementaux qui vont permettre de construire cette organisation générale, régionalisée. Cette organisation est conservée chez tous les individus d'une même espèce. On retrouve aussi des parallèles très forts entre différentes espèces, et ce qui fait qu'on peut utiliser des modèles animaux pour comprendre comment le cerveau humain fonctionne et s'organise. Et on a vraiment des programmes génétiques de construction particuliers. Et puis, on sait aussi que cette construction n'est pas finie, n'est pas finale, si finalement il n'y a pas de stimuli externes, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler globalement l'expérience, une activité neuronale induite par des stimuli. Alors pour, on va dire, les voies sensorielles, ça va être la vision, le toucher, l'audition, mais ça peut être aussi des expériences sociales, affectives, qui vont permettre de
finaliser la maturation du système. Et c'est des choses qui ont été bien montrées avec aussi des expériences d'enfants qui ont malheureusement grandi en isolation affective, où on voit qu'il y a une nécessité d'interaction particulière pour déjà un développement normal. Et en fait, donc ces stimuli externes, ce qu'on va appeler globalement expérience, c'est vraiment va être importante pour une adaptation du système et nécessaire à sa maturation normale. Et si on veut un petit peu caricaturer, finalement, on se retrouve avec l'idée très globale, on verra qui est assez fausse, de l'idée de l'inné et de l'acquis, avec une construction génétique ou un plan préorganisé, et puis une modulation, une modification par rapport à cette expérience globale. Alors cette espèce de dualité entre une construction, on va dire, vraiment régulée par des programmes développementaux, génétiques, épigénétiques, et le rôle de l'activité, l'adaptation des circuits à des afférences, une expérience ou une activité neuronale, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière extrêmement forte et caractéristique dans le cortex cérébral. Et pour essayer d'illustrer ça, un exemple absolument frappant, c'est ce qu'on appelle les cartes corticales, avec la plasticité, la morphogénèse et la plasticité. Ces cartes corticales qui, initialement, ont été décrites extrêmement bien par Penfield, on retrouve par exemple ici, au sein du cortex somatosensoriel, ce qu'on a appelé l'homunculus sensitif, c'est-à-dire une carte qui représente toute la carte, la surface corporelle de l'individu, avec directement en continuité, finalement, ici, les orteils, les jambes, etc., la main, la face, etc. Ça veut dire que chaque stimulation ici va mimer une perception sensorielle dans la région d'intérêt, et on retrouve donc cette carte sensorielle présente dans les circuits. Alors, pourquoi est-ce que je parle de morphogénèse et de plasticité ? Chaque individu va avoir de manière stéréotypée ces cartes représentées donc au niveau du cerveau. On va les retrouver chez différentes espèces, chez même un grand nombre d'espèces. Ici, par exemple, on peut voir chez la souris, c'est pareil chez le rat, chez le rongeur, l'animal va utiliser de manière très importante les vibrisses, les larges vibrisses, les moustaches de la face pour se repérer, se déplacer. Et en fait, on retrouve dans le cortex sensoriel de ces animaux une carte ici, qu'on a appelée carte en Barrel ou en champ de tonneau, en anglais en Barrel. Ici, on va retrouver donc une carte où chacun de ces petits tonneaux, de ces petits ronds, représente une de ces moustaches présentes à la surface du museau de l'animal. Donc en fait, on a des cartes qui représentent donc les organes sensoriels dans des régions corticales particulières. C'est vrai, par exemple, chez l'ornithorynque, qu'on a une carte des récepteurs électriques du bec présents donc sur la surface, sur le bec de l'animal. Donc des cartes sensorielles plastiques. Et justement, elles ont permis de montrer cette espèce de dualité entre construction et réponse à l'activité, puisque par exemple, si on élimine ou si on enlève une de ces moustaches, on peut avoir une modification de la carte. Puis de manière beaucoup plus frappante, finalement, les expériences maintenant classiques de Wanderloos et Woosley ont montré que si on greffe chez l'animal très jeune une rangée surnuméraire de moustaches, on va avoir très rapidement apparition d'une rangée surnuméraire de tonneaux directement dans le cortex cérébral. Et ça montre justement que d'une part, ces structures ne peuvent se développer qu'avec des apports sensoriels. On a une représentation de ces structures périphériques, mais qu'elles sont en même temps en permanente, entre guillemets, interaction et plasticité vis-à-vis de ces entrées sensorielles. On a donc une modification des représentations centrales par rapport à une modification des entrées périphériques. Alors, ce que ces expériences classiques ont également montré, finalement, c'est ce qu'on appelle, on va dire, les notions de fenêtre de modification temporelle, fenêtre critique, c'est qu'on ne peut réaliser cette greffe, ou cette greffe va permettre de créer une rangée surnuméraire de Barrel dans le cortex cérébral uniquement si on l'a fait pendant un moment très précis du développement. Donc,
l'importance d'une activité électrique organisée qui est requise pour le raffinement. On n'a pas ces cartes si on n'a pas les entrées sensorielles, mais aussi leur adaptation à l'entrée excitatrice, ou en tout cas l'entrée neuronale, l'expérience sensorielle. Et puis la notion de temporalité, c'est-à-dire que cette construction, cette plasticité, elle n'est pas forcément présente tout le temps. Dans le cas du cortex sensoriel, elle est modulable tout au long de la vie. On peut avoir des modifications de la taille, par exemple la représentation des phalanges si on se met à faire plus de piano ou de guitare. On peut avoir des modulations de ces cartes internes, mais il y a quand même toujours une fenêtre temporelle, on y reviendra, de modulation de plasticité. Alors on peut avoir aussi des modulations beaucoup plus drastiques ou différentes, c'est ce qu'on appelle la plasticité cross-modale. Modalité, c'est une modalité, ça va être par exemple l'audition, la vision, le toucher, et donc on peut avoir des remaniements d'entrée ou d'activité beaucoup plus larges. Par exemple, chez des individus qui perdent la vision, notamment très tôt pendant la vie, on va trouver une activité, une fonction du cortex qui est normalement dédiée à la vision, du cortex visuel occipital. On va le retrouver impliqué dans une autre fonction, notamment une fonction tactile comme la lecture du braille. Et ça, c'est des expériences qui ont été réalisées et testées chez l'homme. On a une variabilité interindividuelle, là aussi on va retrouver des petites modifications, et l'idée de fenêtre temporelle, c'est-à-dire que ces modifications, ce recrutement d'un territoire pour une autre fonction ne va être possible que finalement chez des individus qui vont être atteints ou perdre donc cette modalité particulière, la vision, à un âge relativement jeune, c'est-à-dire avant 10 ans. Donc l'idée vraiment que le cortex cérébral, les aires, les cartes, se construisent à partir de programmes développementaux construits, de programmes génétiques, mais également en coordination, en réponse à une activité neuronale qui est largement induite ou recrutée par des stimuli externes, l'expérience, des choses qu'on peut voir de manière extrêmement forte et claire, par exemple dans des régions sensorielles comme par exemple les cortex visuels ou somatosensoriels. Et cette activité est requise à sa maturation normale. Alors, je vous ai parlé de temporalité. On a effectivement ce que l'on appelle des périodes pendant lesquelles des remaniements drastiques vont être possibles et même induits. Et ça, ce sont des périodes que l'on va appeler périodes critiques ou périodes sensibles, pendant lesquelles on peut avoir des remaniements beaucoup plus larges des circuits et de l'organisation des circuits en réponse donc à l'activité neuronale. Alors, les périodes critiques, quand on parle de périodes critiques, historiquement, on peut avoir deux grandes références, il y en a beaucoup, et justement, en 1h30, on ne va pas pouvoir en voir tant que ça, mais les périodes critiques, si on veut garder une image de ce que c'est, on peut avoir deux images différentes. L'image de Konrad Lorenz, qui était un neuroéthologue absolument exceptionnel, qui, chez les canards, et puis chez d'autres espèces d'oiseaux, s'est rendu compte que la figure que les petits voyaient pendant les premières 24 heures allait être considérée comme une figure maternelle et qu'ils allaient suivre la personne, ou en tout cas l'individu, qu'ils voyaient pendant ces premières 24 heures appelées à l'éclosion. Et donc ici, vous voyez ces petits canards qui suivent Konrad Lorenz et qui vont exactement essayer de faire tout ce qu'il fait et de le suivre. Et donc là, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre donc que c'est une fenêtre temporelle pendant laquelle on va avoir une empreinte sur la manière dont les circuits fonctionnent et que cette empreinte va rester pendant la vie de l'animal. Et sur un plan comportemental, les expériences donc, de Konrad Lorenz ont vraiment ouvert la voie à énormément de choses. Alors pendant très longtemps, on s'est demandé, ou en tout cas les chercheurs se sont demandé, mais comment est-ce que finalement ça peut se produire ? Et là, ce sont vraiment les travaux de Hubel et Wiesel dans la voie visuelle, justement, donc l'entrée visuelle jusqu'au cortex cérébral,
qui ont permis de montrer que des manipulations des entrées sensorielles, des entrées visuelles, à des moments critiques du développement, pouvaient changer, modifier de manière permanente la structure des circuits. Et donc ce sont des expériences, on va dire, classiques qui ont constitué à s'intéresser à l'équilibre entre les deux yeux et à ce que l'on appelle la dominance oculaire dans le cortex visuel. Donc on a, grâce à nos deux yeux, on a la capacité de voir, d'avoir une vision binoculaire qui nous donne une certaine perception du champ sensoriel, de la profondeur, etc. Et comme vous pouvez le voir ici, en blanc ou en noir, on a des régions du cortex cérébral qui vont répondre soit en blanc à un œil, soit en noir à l'autre. Et l'alternance entre ces deux champs va nous permettre d'avoir une vision binoculaire clairement qui fonctionne de manière appropriée. Alors qu'est-ce que Hubel et Wiesel ont montré? Ils ont montré que quand on cache, qu'on empêche les stimuli visuels d'arriver à un œil, pendant une période précise du développement, qui est particulière et qu'ils ont définie, ça j'y reviendrai, on est capable d'augmenter la taille ici des colonnes blanches qui répondent à l'œil qui n'a pas été caché. Donc en fait, on a une augmentation du territoire qui répond à l'œil actif et une diminution, du territoire dédié à l'œil qui a été, entre guillemets, privé de modalité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces modifications, si on les fait à un moment critique du développement, elles restent pour toute la vie. Donc ce sont des périodes particulières dans lesquelles des modifications des entrées sensorielles, de l'activité neuronale, vont avoir une conséquence finalement définitive, ou en tout cas à long terme, sur la construction des circuits. Donc l'idée de période critique, c'est vraiment ça, c'est une fenêtre temporelle pendant laquelle on peut avoir des remaniements conséquents qui vont ensuite durer. Alors ça, c'est vraiment, on va dire, la vision justement un petit peu Linné-Lachy, c'est-à-dire une construction génétique, des entrées sensorielles qui vont remanier, influencer sur la construction des circuits. Et en fait, on va dire ces 20 dernières années, de nombreux travaux ont permis de montrer que en fait, l'activité électrique neurale dans les circuits a un effet beaucoup plus large et beaucoup plus précoce que ce qu'on pouvait penser, parce qu'en fait, il y a très tôt beaucoup d'activité neuronale spontanée qui est générée soit dans les circuits, soit par la périphérie, par une activité spontanée, par exemple dans la rétine, on y reviendra, qui va forger, construire et permettre à établir des circuits pendant des phases très précoces, des phases développementales embryonnaires, bien avant finalement qu'il puisse y avoir cette activité sensorielle pure qui est liée aux périodes critiques. Et donc en fait, pour résumer, encore une fois, l'idée c'est vraiment de donner des grands messages, on reviendra sur différentes phases à différents moments du cours. On se retrouve finalement avec, on va dire, des dogmes et principes, c'est-à-dire des grands schémas de construction des circuits où on a une morphogénèse et une régionalisation qui est liée à une auto-organisation des circuits sous contrôle largement génétique. Dans ces circuits qui commencent à être établis, on va avoir une activité électrique spontanée qui va être nécessaire pour commencer à construire les circuits. Et puis, ces circuits en construction vont être confrontés ou vont rencontrer l'activité, cette fois-ci évoquée, l'expérience réelle. Et cette phase va être associée avec une plasticité massive pendant des périodes temporelles particulières que sont les périodes critiques. Et ça va être suivi, ces périodes critiques vont se fermer pour aboutir à un espèce de verrouillage très relatif du système, mais quand même un espèce de verrouillage où on n'aura plus de plasticité massive associée à ces phases très précoces, et on va avoir de l'apprentissage ou une plasticité limitée qui peut quand même être assez grande dans certains cas, ce qui a été montré ces dernières années, et on l'espère vivement
puisque on est tous finalement dans ce cas-là, dans cette salle. Donc vraiment différentes étapes avec une morphogénèse, une régionalisation de l'activité spontanée qui va permettre de construire les circuits, construire les cartes. Période critique, on va pouvoir jouer, moduler, et puis ensuite un verrouillage du système. Alors c'est vraiment les grandes phases, on va dire, les grandes séquences développementales, les grandes phases. Et maintenant la question qu'on va essayer de commencer à aborder, c'est finalement comment est-ce qu'on fait le lien entre ces grandes questions, ces observations macroscopiques avec ce qui se passe au niveau des neurones et des cellules. On va produire des cellules, comment est-ce que tout ça va s'organiser? Donc ça, je vais en dire 2 mots très rapidement pour insister ensuite sur 2 points particuliers. Alors, on va dire, si on prend complètement l'autre bout du spectre, on se retrouve avec donc, cette feuille, cette espèce de petite feuille qui va permettre de donner naissance au cerveau et au cortex cérébral, où on va se retrouver avec des cellules qui se divisent, qui sont des progéniteurs. Et une première étape, finalement, ça va être la neurogénèse, c'est-à-dire des progéniteurs qui vont donner naissance à des neurones, des cellules qui, elles, ne vont plus se diviser et migrer, se déplacer en dehors des zones ventriculaires. Et puis, on va se retrouver avec des neurones qui vont être produits, on va dire, dans différentes régions et qui vont avoir des propriétés différentes. Alors, les propriétés différentes, ça peut être de la morphologie, ça peut être des types patrons d'activité, etc. Mais on va distinguer ici 2 grandes classes pour le cortex cérébral, des neurones qu'on va appeler des neurones excitateurs et qui utilisent comme neurotransmetteur le glutamate, qui vont permettre de produire une activité excitatrice dans les réseaux, et puis des neurones qui vont utiliser comme neurotransmetteur le GABA, donc un neurotransmetteur inhibiteur, et qui va permettre de moduler, de varier, de générer des activités de réseau différentes et moduler l'activité de ces neurones glutamatergiques. Donc on a différentes régions du cerveau qui produisent des neurones de types différents et qui vont ensuite migrer pour s'assembler et former des circuits. Et ça, on y reviendra dans le contexte du cortex cérébral. Ces neurones vont ensuite faire des connexions à longue distance et établir, former des synapses, c'est-à-dire des points de communication entre 2 neurones où ils vont pouvoir libérer du neurotransmetteur et réguler justement l'activité neuronale dans les circuits. Donc une étape ensuite importante, ça va être la formation et l'élimination de ces synapses. Alors, les synapses ont été beaucoup observées, notamment dans le contexte excitateur. Ici, on voit sur un neurone présent. On a en fait formation ou visible, on va dire, de petites protubérances qu'on appelle des épines dendritiques qui sont en fait des points de contact pour les synapses excitatrices. Donc ici, ces espèces de petites protubérances, à chaque petite protubérance, on a une synapse où on a une afférence excitatrice qui arrive et qui va activer le neurone. Donc ici, cette formation, cette organisation structurelle morphologique d'épines est, on va dire, une approximation pour une synapse excitatrice. Et puis, je vous ai dit, il y a d'autres types de neurotransmetteurs, des neurotransmetteurs inhibiteurs, comme le GABA. Et là, cette fois-ci, on n'a pas forcément de structure morphologique visible. Ces synapses GABAergiques vont pouvoir être faites soit directement sur le corps cellulaire du neurone, soit sur un dendrite, soit sur une épine, etc. Et en tout cas, l'organisation de ces petites épines dendritiques est vraiment, on va dire, une espèce de grille de lecture qui permet de comptabiliser, de remarquer, de vérifier la densité et la formation des synapses excitatrices. Et puis, finalement, on va avoir progressivement un changement dans la capacité des progéniteurs neuraux qui vont se mettre à produire d'autres cellules, et notamment ce que l'on appelle des glies collectivement, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas des neurones, mais qui sont présentes dans le cerveau et qui jouent un rôle très important. Alors, la glie, de manière générale, et là je ne vais pas parler des microglies, parce que j'y reviendrai dans les cours suivants, mais
Les cellules gliales principales du cerveau sont composées de plusieurs types cellulaires. D'une part, les astrocytes, qui vont former un réseau, un tapis de cellules qui vont être essentielles pour le maintien des concentrations ioniques, qui vont avoir un support, on va dire, énergétique, mais qui sont et qui émergent actuellement comme étant des acteurs absolument clés de la régulation de la transmission synaptique et également de la régulation des interactions avec les vaisseaux sanguins et donc de l'ouverture et de la fermeture de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalée et donc de l'arrivée de la régulation de ce qu'il y a dans le cerveau. On a une autre grande classe de cellules gliales qui sont les oligodendrocytes et on a des précurseurs d'oligodendrocytes qu'on appelle OPC pour oligodendrocytes precursor cells qui sont présentes et générées dans le cerveau, dans le cortex cérébral et qui vont ensuite, pour certains d'entre eux, myéliniser les axones. Et la myéline va être capable de permettre une accélération de la conduction nerveuse le long des fibres nerveuses, qui est absolument essentielle pour la transmission de l'influx nerveux. Donc des cellules qui sont clés structurellement, mais dont on se rend compte de plus en plus qu'elles jouent un rôle absolument essentiel dans la physiologie des circuits. Et puis, en parallèle de ces étapes de construction, et qui vont se produire tout au long finalement de cette étape, on a une élimination de certaines cellules. Une élimination de certains neurones qui sont produits en excès, une élimination de certaines cellules gliales également. Et en parallèle de cela aussi, on va avoir un élagage, c'est-à-dire une élimination d'un grand nombre de synapses qui vont être générées pendant ces phases développementales. Donc c'est vraiment une construction qui est à peu près organisée, mais qui en même temps va subir une élimination ou un élagage aussi bien au niveau des cellules qui composent ces circuits que des synapses ou des connexions particulières qu'elles forment. Alors ça, c'est vraiment, on va dire, on est passé à l'autre échelle, à l'échelle microscopique, enfin cellulaire, les cellules, comment elles s'assemblent, etc. Et donc comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux pendants, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on peut relier ces phases de programmes développementaux, d'interaction ou d'intégration de l'activité avec la construction des circuits. Alors on va s'intéresser à ces deux aspects en regardant pour l'instant que deux aspects vraiment de la construction des circuits corticaux. La première, c'est la migration et la maturation des circuits corticaux en s'intéressant à comment est-ce qu'on arrive à construire, ou comment est-ce que se construisent plutôt, des circuits qui vont avoir une balance appropriée entre l'excitation et l'inhibition. Donc je vous ai dit, les neurones sont produits, ils peuvent être de types différents, et puis ils vont commencer à se former, à s'assembler, à établir des connexions. Et on sait que dans les circuits corticaux, il y a des neurones excitateurs, des neurones inhibiteurs qui vont être essentiels pour le fonctionnement des circuits. Donc on va s'intéresser à comment est-ce que ces cellules sont générées, s'intègrent, se construisent, forment des connexions nerveuses, puisque, on le verra, cette balance et cette organisation excitation-inhibition est très importante pour les pathologies ou des modifications du développement. Et un exemple clé qui illustre bien ça, par exemple, c'est l'épilepsie, où on a un décalage de la balance excitation-inhibition vers l'excitation, c'est-à-dire que les circuits ne peuvent plus être modulés, inhibés correctement, et le circuit, en fait, s'emballe. Et puis, on va s'intéresser à finalement comment est-ce que l'activité spontanée évoquée peut moduler, construire, participer à la formation de ces circuits. Et on s'intéressera à un exemple particulier parce qu'il a été extrêmement bien étudié. Comme je vous le disais, c'est la voie visuelle binoculaire, où les entrées sensorielles permettent finalement de répartir les entrées qui vont correspondre à un œil ou à l'autre et permettent d'avoir une vision binoculaire. Donc on va s'intéresser à un aspect cellulaire, vraiment de construction des circuits et d'assemblage de différents types neuronaux. Et on va s'intéresser à comment est-ce que, quel type d'activité entrant dans ces circuits, dans le contexte de la voie visuelle,
va permettre d'assembler ces circuits. Et alors pourquoi s'intéresser à ces 2 points particuliers? Parce qu'on verra après que d'une part, ce sont 2 points qui sont très importants dans des circuits qui se câblent de manière, alors je n'ai pas envie de dire dysfonctionnelle, parce que pour certains traits ou pathologies, finalement, on pourrait dire que c'est une autre forme de câblage, et puis aussi que ce sont des processus dont on sait qu'ils sont modulés ou dans lesquels participent les cellules immunitaires ou les signaux immunitaires. Et donc c'est important d'aborder ces problématiques ou ces questions maintenant. Alors, la migration et la maturation des circuits, la balance excitation-inhibition. Alors quand on regarde le cortex cérébral, et ça c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les aires du cortex cérébral, avec des variations, on a une structure qui est formée par 6 couches et qui contient tout on va dire, un zoo de cellules qui ont une morphologie très différente. Donc on a des neurones qui sont présents ici, qui sont ce qu'on appelle des neurones pyramidales, parce qu'elles ont un corps cellulaire en forme de pyramide, avec des dendrites, un axone, etc. Et puis tout un tas de cellules très différentes qu'on va retrouver dans toutes les régions du cortex cérébral. Et en fait, quand on regarde tous ces types cellulaires, on peut vraiment les scinder en 2 grandes classes de neurones. Ici, ce qu'on va appeler des neurones de projection ou des cellules pyramidales, et ici ce qu'on appelle des interneurones. Et la vraie grande différence, c'est que ces neurones de projection ou neurones pyramidaux, encore une fois, utilisent comme neurotransmetteur le glutamate, vont être excitateurs et font des connexions externes, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer leurs axones et faire des connexions en dehors de la région locale dans laquelle ils sont. Et c'est une grande majorité des neurones du cortex cérébral, c'est à plus de 80%. Et puis on a des interneurones ou des neurones locaux de connexion qui, eux, sont inhibiteurs, donc sont capables de diminuer l'activité de leurs voisins, des neurones excitateurs, et qui utilisent comme neurotransmetteur donc le GABA. Alors ce qui est important de savoir, c'est que ce neurotransmetteur GABA qui est inhibiteur chez l'adulte peut, pendant une phase développementale précoce, ça a été bien montré par les travaux de Yezekiel Ben-Ari, il y a un switch développemental. Initialement, ce GABA peut être excitateur dans certaines conditions et devenir inhibiteur au cours du développement. Ces interneurones font des connexions locales, ne forment que 20% des neurones corticaux et, encore une fois, vont permettre de moduler. Et donc la présence de ces 2 types de neurones dans les circuits est vraiment très importante pour créer cette balance entre excitation et inhibition. Alors ce qui est très important finalement dans la construction des circuits corticaux, c'est que ces 2 types de neurones, qui ont des rôles différents, viennent de 2 régions très différentes. Donc les circuits, les neurones excitateurs, ils sont produits ici dans l'embryon, dans le cortex in situ. C'est-à-dire que les progéniteurs du cortex, ici, vont produire des neurones qui vont migrer, et d'ailleurs qui vont migrer selon un patron, on va dire, inversé, où les neurones les plus jeunes vont dépasser les neurones plus âgés, etc., pour former les couches les plus profondes, puis des couches de plus en plus superficielles. Et ces neurones qui vont former donc ces couches locales, qui sont excitateurs, en fait, vont être rejoints par les neurones inhibiteurs qui, eux, sont générés et produits dans une région différente, qui n'est pas le cortex cérébral, qui sont donc cette région ventrale ici, qui va donner naissance aux ganglions de la base, où les neurones GABAergiques sont produits et vont migrer sur une très longue distance pour aller s'intégrer, former et contribuer donc à la formation des circuits corticaux en apportant cette contribution inhibitrice GABAergique. Donc là, on a vraiment des espèces de flux de migration de neurones qui vont permettre d'assembler ces 2 types cellulaires. Et ça, c'est vrai, ça a été extrêmement bien décrit chez le rongeur, chez le primate, et on est assez sûr que c'est également le cas chez l'homme. On a peut-être juste donc 2 articles très récents qui viennent de sortir, où il a possiblement été observé que certains neurones GABAergiques puissent être générés localement dans le cortex
dans le cortex humain, mais une grande majorité de ces neurones, et les deux études trouvent des résultats contradictoires, une grande majorité de ces neurones inhibiteurs sont générés en dehors du cortex et vont ensuite s'assembler. Et donc en fait, on va se retrouver vraiment avec des flux migratoires importants qui permettent d'assembler ces deux types de neurones. Et de manière générale, on a d'autres types de cellules, comme par exemple ici ces petites cellules superficielles qui vont être également à la surface du cortex cérébral et permettent d'assembler ces réseaux en couches. Et donc la migration, le déplacement de neurones pendant toutes ces phases développementales va être absolument clé et permettre d'apporter, d'assembler des neurones en 6 couches pour former des circuits qui ont un équilibre différent. Et donc des défauts de migration cellulaire sont vraiment associés à différentes pathologies, notamment l'épilepsie ou la lysencéphalie, qui vont jouer donc sur cette balance d'organisation entre ces différents flux migratoires. Alors comment est-ce que ces interneurones inhibiteurs, dont je vous ai dit qu'ils modulaient l'activité des neurones excitateurs, comment est-ce qu'ils s'intègrent dans les circuits? Et donc en fait, je vous ai dit qu'ils migraient à longue distance, mais ce qui est aussi également important en fait, c'est que dans le cortex cérébral, on va avoir une migration tangentielle des interneurones, donc ces neurones inhibiteurs, qui va être maintenue pendant un temps relativement long, qui va permettre aux neurones excitateurs de former les différentes couches du cortex cérébral, donc se positionner avec les neurones les plus jeunes ici, puis les neurones générés ensuite, puis les neurones générés ensuite, etc., les 6 couches. Et ça n'est que vers la fin, finalement, de la migration ou de l'assemblage des neurones excitateurs que les neurones inhibiteurs rentrent dans la plaque corticale et vont s'intégrer dans les circuits. Et différents travaux, notamment les travaux du laboratoire de Paola Arlota, ont montré que finalement, c'est l'identité des neurones excitateurs qui permet de contrôler l'invasion, le positionnement de ces neurones inhibiteurs dans les circuits. Donc une vraie chorégraphie, un ballet avec les neurones excitateurs qui se positionnent et ensuite les neurones inhibiteurs qui peuvent rentrer. Cette espèce on va dire, d'assemblage en 2 temps est régulée par tout un tas de signaux produits, sécrétés par les neurones excitateurs, soit pour maintenir les neurones inhibiteurs en dehors, des molécules comme SDF1, CXCL12, donc des chimiokines, ou alors d'autres molécules de type neurégulier. Et ces différents interneurones vont ensuite se positionner dans les circuits et donner naissance à des interneurones qui vont être assez différents. Donc assez différents parce qu'ils vont utiliser des neuropeptides différents, mais aussi assez différents parce qu'ils vont connecter ou cibler les neurones excitateurs très différemment. Alors je vous donne un exemple, parce qu'on en reparlera beaucoup, c'est ces interneurones ici qui sont positionnés, ici, qui sont en rouge. On a des interneurones qui vont directement faire des synapses inhibitrices sur le corps cellulaire du neurone excitateur. Et ça va permettre de complètement silencer ou d'éteindre l'activité de manière très efficace du neurone excitateur. Et puis on va avoir des interneurones qui, eux, vont cibler une région beaucoup plus distante de l'arbre dendritique du neurone excitateur. Et ça va avoir un effet beaucoup plus local, par exemple sur des entrées excitatrices qui vont être à ce niveau-là. Donc ça va permettre de moduler différemment les entrées excitatrices et l'activité des neurones inhibiteurs. Et puis, on va avoir des neurones ici, par exemple, qui vont inhiber les interneurones. Et donc, en inhibant ce qui est capable d'inhiber, ils vont, ce qu'on appelle désinhiber, ils vont activer le circuit. Donc, on a la mise en place de ces circuits inhibiteurs qui va permettre de créer toute une circuiterie qui va permettre finalement de jouer et de moduler l'activité des neurones excitateurs dans les circuits. Alors, ces interneurones ici qui sont capables de shunter, d'inactiver très efficacement l'excitation, ici sont des neurones particuliers qui font ce qu'on appelle une inhibition somatique, qui expriment donc PV, la parvalbumine, j'y reviendrai, et qui sont particulièrement associés, dont le dysfonctionnement est associé de manière assez directe à différentes pathologies neurodéveloppementales. Donc on se retrouve avec un assemblage de 2 types d'interneurones, 2 types de cellules
qui va permettre d'assembler des circuits avec des fonctions différentes. Alors, je vous ai parlé de séquences développementales, et puis jusqu'à présent, finalement, j'en ai assez peu parlé. Donc, on a une première séquence qui va être cette étape de migration, génération de types cellulaires différents. Donc, les neurones corticaux, ici en vert, se positionnent, et les interneurones GABAergiques arrivent ensuite et se positionnent dans les circuits. Une première étape, ça va être donc la mise en place de ces premières jonctions, qui sont ici des synapses ou des jonctions plutôt électriques. Et on va avoir pendant cette première phase ici, finalement, la présence, l'organisation de cellules qui vont être des cellules et des circuits qui vont initialement être transitoires. On a la présence de différents types cellulaires, ici en bas et en haut, celui de la sous-plaque ou Caral Radius, qui vont en fait être éliminés, même s'ils sont intégrés dans les circuits, qui vont être éliminés pendant des phases développementales particulières. Donc ces cellules présentes participent à la construction des circuits, forment des circuits et disparaissent par mort cellulaire dans un développement normal. On a aussi élimination massive de neurones pyramidaux, d'interneurones et la formation de connexions spécifiques. Donc une première phase va être la migration qui permet de construire, d'établir différents circuits, différentes balances, et puis on va avoir une première phase d'élimination des circuits. Alors la mort neuronale développementale, elle a été très très bien étudiée, notamment dans des petits vers Caenorhabditis elegans, dans lesquels les voies génétiques ont été disséquées. On sait que les neurones peuvent mourir de manière développementale, mais dans la construction des circuits et des circuits corticaux, ce qui émerge ces 10 dernières années, c'est que l'élimination de certains types de neurones va être directement liée à l'activité électrique présente dans les circuits. Alors on a différents types de morts cellulaires ou d'élimination. La première ici, par exemple, donc là en violet ou en bordeaux sont les interneurones et là les cellules pyramidales. Comme vous le voyez, on va avoir simplement une réduction du nombre de ces cellules, soit d'interneurones, soit de cellules pyramidales, qui va permettre de maintenir uniquement un certain nombre de ces cellules et donc de participer à l'équilibre entre excitation et inhibition. Et puis ces autres types cellulaires, comme les cellules de Caral Radius ou sous-plaque, qui, elles, ici ou ici, peuvent être complètement ou très drastiquement éliminées et donc ne participer que dans une étape de construction. Donc après cette phase de cellules et de circuits transitoires, on va avoir donc formation de premiers circuits et puis une activité entrante. On reviendra sur quel type d'activité rentre à ce moment-là. Et cette activité entrante va à nouveau remanier les circuits en éliminant ou en promouvant l'élimination de certains neurones, de certaines connexions nerveuses. En parallèle, on va avoir formation de connexions synaptiques particulières. Et on va avoir une formation et un remaniement des synapses pendant cette phase qui va permettre de passer d'une activité relativement synchrone, pendant laquelle le GABA, par exemple, est excitateur, à une activité beaucoup plus restreinte, réduite des circuits. Donc, au lieu d'avoir des grandes assemblées de neurones qui vont être actives de manière synchrone, on va se mettre à n'avoir plus qu'une activité qui est beaucoup plus réduite et limitée et qui corrèle avec la mise en place de ces synapses, de ces circuits et notamment des circuits inhibiteurs. Donc on a une activité corrélée, construction des circuits inhibiteurs qui permettent de changer les patrons d'activité induits qui vont devenir des patrons d'activité beaucoup plus restreints. Alors, quel type de connexion nerveuse ? Je disais, on a différents types d'interneurones qui vont cibler différentes régions du corps cellulaire des neurones pyramidaux. Et là, vraiment, on a ce qu'on appelle une division du travail. Différents types d'interneurones ciblent différentes régions. Donc, j'ai déjà parlé de ces cellules ici présentes qui expriment la parvalbumine, qui sont des cellules qui font l'inhibition somatique, qui permet vraiment de moduler très fortement l'activité des neurones, mais on a aussi, par exemple, ici des cellules qu'on va appeler chandeliers, qui vont directement cibler
la sortie axonale des neurones et là aussi permettre de shunter l'activité des neurones, ou alors, par exemple, ces cellules ici Martinotti qui vont permettre de cibler les dendrites qui sont présents à très grande distance. Et on sait maintenant que différentes molécules, paires de molécules d'adhésion, vont permettre ici, par exemple, à ces neurones de cibler spécifiquement et de faire des synapses spécifiquement sur cette partie de l'axone ou du neurone pyramidal. Et d'autres molécules d'adhésion ou d'interaction, comme LGI2, qui vont permettre à ces neurones de cibler plus particulièrement un domaine précis de la cellule ciblée, etc. Donc on va avoir, en parallèle à l'élimination, formation très particulière et très spécifique de ces synapses avec des interneurones, des neurones GABAergiques qui vont cibler différentes parties du neurone ou différents morceaux de dendrite. Et donc si on veut avoir une cartographie un petit peu plus, on va dire, schématique par rapport à ça, on va avoir donc ces neurones qui ciblent le corps cellulaire, ici, les neurones parvalbumine, qui étaient ici en bleu, des neurones qui vont être beaucoup plus distants et permettre d'inhiber, on va dire, les autres neurones, donc de faire de la désinhibition, et puis ces neurones qui ont plutôt une inhibition somatique. Alors, je ne vais pas parler de tous les types d'interneurones, parce qu'il y en a beaucoup, et puis c'est un peu compliqué, mais revenir sur ces neurones ici, qui ciblent vraiment le corps cellulaire, qui sont des neurones qui ont une activité très soutenue et qui sont capables d'éteindre complètement l'activité des neurones pyramidaux excitateurs. Alors ces neurones, on les connaît bien, donc c'est des neurones qui sont responsables de l'inhibition somatique, qui expriment cette molécule qui se lie au calcium qui est la parvalbumine. Et en fait, ils ont un rôle particulier dans la rythmicité et l'activité neuronale, c'est qu'ils sont responsables ou impliqués dans ce qu'on appelle l'inhibition feed-forward, c'est-à-dire que les entrées excitatrices qui arrivent dans le cortex vont directement cibler les neurones inhibiteurs, mais ils vont en même temps activer ces interneurones GABAergiques. Et ces interneurones vont directement éteindre l'activité des neurones pyramidaux. Et donc ça va permettre de restreindre dans le temps, de manière très spécifique, l'activité des neurones excitateurs pendant une fenêtre temporelle très précise. Et cette activité vraiment somatique, périsomatique des neurones parvalbumine va être essentielle parce qu'elle va permettre d'être associée, d'être mise en place de manière très particulière avec des rythmes cérébraux, c'est-à-dire des activités beaucoup plus globales qu'on retrouve dans le cerveau, notamment en faisant des encéphalogrammes, qui sont des oscillations ou des vagues dans la fréquence gamma et qui vont être associées à l'éveil, à la perception consciente, etc. Et donc, ces neurones PV, ici, de par leur connectivité et leur place dans le circuit, aussi bien par rapport aux neurones excitateurs que par rapport aux autres interneurones, et leurs propriétés physiologiques vont jouer un rôle clé dans les activités neuronales, les activités de réseau et la circuiterie et les fonctions cognitives importantes associées à ces rythmes. Donc on va vraiment se retrouver avec des neurones parvalbumine qui vont jouer un rôle important dans cette inhibition et dans la mise en place de cette circuiterie. Et en fait, cette inhibition somatique, qui est donc essentielle, va se mettre en place au cours du temps avec une temporalité assez précise et assez retardée, une maturation assez lente de ces interneurones. Donc la maturation de cette circuiterie inhibitrice fait un petit peu le pendant de la maturation de la circuiterie excitatrice et notamment de phase d'élagage. Donc on va avoir formation et élimination de ces synapses excitatrices, encore une fois qu'on peut visualiser par ces petites épines dendritiques, où chacune de ces épines dendritiques représente en fait un point de contact. Et ce qui est bien connu maintenant, c'est qu'en fait, on a production de ces synapses excitatrices de manière assez large, et puis on va avoir plusieurs phases en fait d'élimination, d'élagage synaptique, dans lesquelles les cellules et molécules immunitaires, on le verra,
au cours 2 et 3 sont vraiment impliquées. Donc on va avoir des phases précoces d'élimination de ces synapses excitatrices, et puis une deuxième phase un peu plus tard chez le juvénile, notamment pendant la phase d'adolescence où on va avoir là aussi une élimination d'un grand nombre de ces synapses présentes pendant cette phase. Ces éliminations de synapses excitatrices, là aussi, ont été associées en fait à différentes pathologies, en tout cas dans des modèles animaux, et j'y reviendrai dans les cours 5 et 6. Donc en fait, on se retrouve vraiment avec migration, intégration des neurones, élimination de certaines cellules qui forment des circuits transitoires en réponse à l'activité. En parallèle de ça, on va avoir formation et intégration de ces neurones inhibiteurs et notamment maturation progressive de cette inhibition autour du soma des neurones faite par les neurones PV qui va chanter et limiter l'activité des circuits pour passer d'une activité vraiment synchrone, grande échelle, à quelque chose de beaucoup plus isolé et sparse. Et en parallèle de la formation de ces synapses inhibitrices et de la connectivité inhibitrice, on va avoir des premières phases d'élimination ou d'élagage de synapses excitatrices. Donc vous voyez des vraies phases, on va dire, des vraies séquences dans la construction des circuits qui font intervenir des processus cellulaires très différents. Le déplacement de cellules, l'élimination de certaines cellules en réponse, par exemple, à des signaux de type activité neuronale, la formation de certaines synapses qui vont être très localisées, l'élimination de ces synapses, la maturation de synapses autour d'un corps cellulaire, etc., etc. Et on va voir au cours des cours suivants comment les cellules immunitaires ou les interactions immunitaires vont pouvoir intervenir dans chacun de ces processus de manière séquentielle ou synergique pour contrôler donc la mise en place de ces circuits. Et puis une dernière étape, en fait, ça va vraiment être une espèce de phase de consolidation ou de maturation particulière où on va avoir un changement structural un petit peu, on va dire, de la matrice et notamment ces neurones PV qui sont tellement importants et qui font par valbumine ces neurones qui permettent donc d'avoir cette inhibition périsomatique et de réguler les activités de rythme, ici, vont progressivement se recouvrir d'une espèce de couche ou de coque de matrice extracellulaire, notamment de sucre, de protéoglycans, qu'on va appeler les périneuronales nettes, donc des espèces de réseaux de changements, de modification de la matrice extracellulaire qui apparaît très progressivement pendant la maturation de ces neurones et qui va permettre de consolider l'organisation synaptique structurale autour de ces neurones. Et ça va corréler avec une limitation de la plasticité de ces neurones qu'on va voir par la suite. Donc en fait, on se retrouve vraiment avec ces séquences migration, synapse électrique, élimination de cellules, formation de synapses chimiques, élagage, plasticité de différentes synapses, remodelage de la matrice extracellulaire, qui va permettre de manière séquentielle, en réponse à l'activité, de passer à des circuits qui, étape par étape, vont fonctionner de manière différente. Des activités synchrones, des activités de plus en plus réduites qui vont corréler ou être reliées avec des étapes particulières de la manière dont les circuits fonctionnent. Alors une question importante, c'est finalement, est-ce qu'on sait si ces différentes étapes sont importantes ou pas? Alors j'en parlerai vraiment dans les cours 5 et 6, mais dans différents modèles de pathologie, aussi bien chez l'animal que chez l'homme, on a vraiment des arguments pour penser que des modifications de cette balance excitation-inhibition, notamment du développement de ces interneurones par valbumine et de l'organisation des circuits inhibiteurs, mais également de l'élagage de certaines synapses excitatrices, sont des bons candidats ou des facteurs pour comprendre comme des facteurs de risque ou participatifs à certaines
pathologies ou modifications neurodéveloppementales chez l'homme. Alors finalement, j'ai beaucoup parlé de changement d'activité, d'intégration, de circuits excitateurs-inhibiteurs en disant l'activité, mais quelle activité finalement? Cette activité électrique qui rentre dans les circuits, qui permet d'éliminer certaines cellules, de câbler les neurones inhibiteurs, etc. Et donc ça, on va revenir là maintenant dans cette dernière partie, où on va aller probablement un peu plus vite, qui est vraiment quelle est la nature de l'activité, à quel moment et comment est-ce qu'elle est liée à la maturation du circuit. Et là, on va sortir un tout petit peu du cortex pour repartir dans la voie visuelle, c'est-à-dire en prenant l'exemple de la voie visuelle binoculaire, comment est-ce que les entrées sensorielles visuelles vont pouvoir ou pas moduler donc notre capacité à voir de manière binoculaire. Et on va s'y intéresser pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'archétype. C'est vraiment dans ce système qu'on a mis en évidence comment est-ce que l'activité régule, module la formation des circuits, module, régule la formation, les périodes critiques avec les travaux de Hubel et Wiesel. Donc c'est des exemples absolument clés. Et aussi parce que c'est dans la voie visuelle que les microglies et les modulations neuroimmunitaires ont été pour la première fois et particulièrement bien mises en évidence dans leur fonctionnement. Donc on reverra toutes ces structures dans les cours suivants. Alors la voie visuelle, en deux mots, donc ici si on considère les deux rétines, l'œil droit, l'œil gauche, on va avoir en fait donc des axones, des neurones situés dans la rétine qui vont envoyer des axones et en fait on va avoir des champs visuels différents avec des neurones qui vont projeté du même côté dans un premier relais ici au niveau d'une structure qu'on appelle le thalamus et ensuite un deuxième relais qui va aller directement dans le cortex cérébral. Donc entre la rétine et le cortex cérébral primaire, il n'y a qu'une synapse, en tout cas un intermédiaire structural. Donc ce sont des très longues projections et en fait l'œil qu'on appelle ipsilatéral, c'est-à-dire du même côté ici, ou contralatérales, donc qui vont traverser la ligne médiane au niveau du chiasme optique, vont rester ségrégés dans ce premier relais au niveau du thalamus, dans ce que l'on appelle les corps genouillés latéraux, ou DLGN, et ensuite on va retrouver encore une fois les deux projections ipsilatérales et contralatérales ségrégées au niveau du cortex cérébral, en tout cas de la couche d'entrée qui est la couche 4, et puis ensuite simplement une comparaison entre les deux afférences qui permet une vision binoculaire. Et ici, dans la couche 4, là, c'est là qu'on retrouve ces fameuses colonnes de dominance oculaire, pas chez tous les animaux, mais on les retrouve chez certains animaux, avec ici en blanc ou en noir, donc des régions qui vont répondre à l'œil ipsilatéral ou contralatéral. Donc en fait, les neurones répondent à un œil ou à l'autre. Et c'est ensuite la comparaison des deux qui permet de faire la vision binoculaire. Alors comment est-ce que se construit cette voie? On va d'abord regarder finalement cette première étape. Et cette première étape ici, au niveau du thalamus, du corps genouillé latéral, où on a des projections ipsi et contra qui restent ségrégées. Alors il y a beaucoup de travaux qui ont, et ça je vais pas beaucoup en parler, même simplement survoler ça, il y a beaucoup de travaux qui ont permis de montrer que des programmes génétiques présents dès le début de la vie fœtale, dans différents neurones de la rétine, vont finalement prédéterminer les neurones à projeter soit ici par exemple de manière ipsilatérale, soit de manière contralatérale. Donc on a des neurones ipsi qui sont caractérisés par des facteurs de transcription particuliers, qui vont exprimer des molécules de guidage particulières, qui vont leur permettre d'atteindre leur cible. Donc une régionalisation précoce dans la rétine et au niveau du chiasme optique qui permet un adressage des axones rétiniens vers les bonnes régions. Et ce que l'on retrouve en fait ici, mais cette fois-ci vu dans l'autre sens, on a l'œil ipsi, l'œil contra, on a des neurones qui vont aller suivre le tract optique et arriver jusqu'ici, le corps genouillé latéral au DLGN,
où on a une très grande zone qui va être innervée par des neurones contralatéraux et une toute petite zone innervée par des neurones IPSI. Et donc on a une vraie ségrégation qui permet encore une fois de comparer les entrées à l'échelle d'après, ici au niveau du cortex visuel. Et ce qui a été bien observé, et ça c'est des travaux vraiment ces 20 dernières années, notamment chez l'animal, c'est que en fait, initialement, cet adressage des neurones IPSI et contra au départ est un petit peu chevauchant. Et donc ça, c'est vraiment des travaux. Si on regarde la zone IPSI et la zone contra, on voit qu'initialement, l'adressage des axones se fait de manière, on va dire quand même un petit peu raffinée, puisque ce n'est pas partout, mais enfin, il y a quand même une zone ici qui est chevauchante avec la zone contra. Et puis ici, en 5 jours de développement, on a vraiment une ségrégation, un raffinement des projections IPSI et contra. Et ce qu'on a bien vu chez l'animal, c'est qu'en fait, cette ségrégation, elle dépend de l'activité électrique présente dans les neurones de la rétine, mais elle ne dépend pas de la vision, des entrées visuelles. Parce que, en fait, à ces stades de développement, notamment chez le rongeur, les yeux sont encore fermés. L'animal naît avec les yeux fermés, il garde ses yeux fermés pendant quelques jours et il ne les ouvre qu'après. Et donc ça a été les premiers travaux qui ont permis vraiment de voir qu'il y avait de l'activité, on va dire, indépendante des entrées sensorielles dans le système spontané qui allait participer vraiment à la formation, au raffinement des circuits neuronaux, ici dans ce système IPSI-contra qu'on verra vraiment pour les fonctions microgliales. Alors comment est-ce que cette ségrégation se met en place et quel type d'activité? Donc en fait, ce qui a été bien montré aussi, et ça c'est vraiment les travaux de Karl Schatz, Marla Feller, qui ont permis vraiment de montrer qu'on a des vagues d'activité spontanée dans la rétine qui se mettent en place très tôt au cours du développement, où les neurones se mettent à être spontanément actifs, et ça va permettre des propagations de vagues d'activité dans la rétine. Donc les neurones sont actifs, et cette activité corrélée va permettre de raffiner les projections dans ces circuits réticulogéniculés. Alors comment? Par un système de compétition entre les deux yeux et de plasticité hébienne qu'on verra un petit peu plus tard, mais grosso, pour faire un petit peu bref, quand un œil est actif, tous les neurones qui projettent dans une région vont aussi être actifs et ils ne vont stabiliser que des synapses qui vont être efficaces. Et les synapses peu efficaces pour déclencher l'activité de la cible en aval vont être éliminées. Alors, je vais juste vous montrer ça sur un schéma parce que ça va être probablement plus clair. Donc, on a au départ des axones qui arrivent sur des territoires IPSI et contra qui vont être chevauchants. Et ce sont uniquement les projections dans cette région qui sont majoritaires, qui sont ipsilatérales, qui vont être efficaces pour déclencher une activité dans les neurones cibles de cette région. Et les synapses ici, qui ne sont cette fois-ci qui sont associées à l'œil, qui ne va pas forcément déclencher une activité en aval, vont progressivement être éliminées. C'est la plasticité hébienne avec une traduction de Karl Schatz qui était de dire en anglais « neurons that fire together, wire together », des neurones qui vont être coactifs vont se connecter, et des neurones qui ne vont pas être coactifs vont progressivement perdre ces connexions nerveuses. Et donc l'activité spontanée va être décorrélée entre l'œil IPSI et l'œil contra, et on va avoir progressivement une ségrégation entre des projections qui vont cibler des territoires adjacents. Et cette phase-là, elle est vraiment uniquement dépendante d'une activité spontanée dans les organes périphériques, qui est donc indépendamment de qui est vraiment indépendante de la perception sensorielle associée. Et puis on va avoir plus tard un raffinement qui va être dépendant cette fois-ci des entrées sensorielles particulières, et j'y reviendrai, les colonnes de dominance oculaire. Donc ces activités spontanées, elles vont être importantes pour commencer à ségréger les projections au niveau du thalamus, donc le premier relais, mais en fait elles vont aussi se propager dans la voie visuelle.
Et ça, c'est des travaux de Michael Craer et de plusieurs laboratoires. Donc ici, on voit en rouge les neurones qui sont actifs avec des rapporteurs de l'activité qui sont des rapporteurs calciques, où on voit ici, par exemple, le cortex visuel qui commence à être actif en réponse à une vague. Et ça, c'est une autre région visuelle qui est, je crois, le colliculus supérieur. Donc on voit des zones d'activité très particulières dans l'embryon, dans le fœtus, qui commencent finalement bien avant, on va dire, les entrées sensorielles. Et ces vagues sensorielles vont permettre de précabler, selon le même principe, de précabler les circuits sensoriels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différents modèles, avec les voies, les visuels qui commencent avec l'activité spontanée qui se propage le long des voies visuelles et qui va constituer ces vagues d'activité synchrone dont je vous ai parlé, qui va permettre finalement de commencer à assembler la circuiterie et notamment à activer les circuits, l'assemblage des circuits excitateurs et inhibiteurs. Alors cette activité spontanée, qui a été initialement extrêmement bien décrite dans la voie visuelle avec les vagues rétiniennes, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout maintenant, qui a été bien décrite donc dans la voie visuelle avec différents types de vagues, mais aussi dans le système auditif, où en fait la cochlée va avoir une activité spontanée bien avant qu'on commence à avoir des réponses à des stimuli auditifs évoqués. Et puis, pour tout l'aspect sensorimoteur, on a en fait des décharges ou des secousses myocloniques, donc des espèces de contractions musculaires qu'on retrouve après d'ailleurs chez les bébés quand ils dorment ou dans les phases précoces de développement, où ils ont des espèces de contractions musculaires à différents endroits ou différents moments qui vont permettre finalement de commencer à créer une activité émergente synchrone et qui permet une entrée sensorielle qui va permettre de câbler le circuit dans le système sensorimoteur. Et on va retrouver une grande partie très tôt, une grande partie des neurones qui vont être actifs en réponse à ces mouvements ou ces évocations motrices, mais qui permettent une réponse sensorielle associée. Et puis, on a aussi, à d'autres niveaux, finalement, plus centraux, au niveau du thalamus, aussi des vagues d'activité spontanée qui vont permettre cette fois-ci de relier ou de corréler la taille des différentes aires corticales. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait des régions corticales qui vont pouvoir être récupérées pour d'autres modalités. Là aussi, finalement, c'est dans ce contexte qu'on va pouvoir avoir des modifications à plus grande échelle. L'activité spontanée va aussi permettre finalement de créer ces colonnes de dominance oculaire, normalement, en renforçant finalement certaines régions qui vont être initialement ciblées et en éliminant donc certaines connexions qui, elles, vont être beaucoup moins efficaces. Donc on se retrouve vraiment, cette fois-ci, on peut intégrer un petit peu l'ensemble des choses avec donc la migration, formation des synapses, l'activité spontanée qui rentre dans le circuit, qui va permettre de réguler par exemple l'élimination de certaines cellules. Donc l'activité spontanée va réguler l'élimination de certaines cellules transitoires, mais aussi le maintien ou l'élimination de certains neurones pyramidaux ou d'interneurones, promouvoir la maturation des circuits inhibiteurs et la formation de certaines synapses, ce qui va changer l'activité des circuits en réponse aux entrées excitatrices, et ces entrées vont en parallèle changer progressivement pour passer d'une activité spontanée à une activité évoquée qui correspond donc aux entrées sensorielles. Et tout ça va être maintenu ensuite par de la plasticité. Alors, qui dit plasticité, je vais juste vous dire quand même quelques mots sur la plasticité des colonnes de dominance oculaire. Donc, je vous ai dit, l'activité spontanée rentre et va permettre de former, de ségréger des projections à ce niveau-là, mais aussi de faire finalement ces colonnes, ou en tout cas ces régions, qui vont répondre préférentiellement à un œil ou à l'autre. Et je vous ai dit aussi que Hubel et Wiesel avaient vraiment de manière magistrale montré que quand on enlève, on va permettre d'enlever une partie des stimulations sensorielles à un œil, on va pouvoir, pendant cette phase critique, cette période critique,
augmenter le territoire dédié à l'œil qui est encore actif. C'est ces expériences ici qu'on peut voir où l'œil actif, ici en blanc, a donc gagné, on va dire, du territoire par rapport à l'œil qui était inactif. Alors là aussi, comme pour les vagues d'activité rétinienne, on voit que finalement la déprivation d'un œil a plus d'effet que la déprivation des deux yeux. Donc c'est vraiment une question de compétition entre deux entrées sensorielles. Et ce qui a été extrêmement bien montré, on va dire, ces 20 dernières années par les laboratoires de Takao Hensch, de Mike Stryker et d'Alain Prochian ici au Collège de France, c'est que vraiment cette période critique, qui est définie à un moment très particulier dans le temps, est en fait, correspond à une phase de maturation des circuits inhibiteurs. Alors comment est-ce que ça a été montré? Donc on sait que si on réalise cette déprivation monoculaire à un moment donné, vraiment on a défini la période temporelle pendant laquelle on pouvait la faire et que ça modulait les colonnes de dominance oculaire jusqu'à la fin de la vie, on s'est rendu compte que finalement on pouvait déplacer cette période critique simplement en élevant les animaux dans le noir. Si on enlève les animaux dans le noir et qu'on les expose à la lumière, et que normalement la période critique est 10 jours après l'ouverture des yeux, on va pouvoir redéclencher une période critique qui n'est que la période critique par rapport à la dominance oculaire. D'autres aspects ne vont pas forcément être préservés. Mais ça veut dire que finalement, le déclenchement de la période critique est lié aux entrées sensorielles dans le système et non pas à une horloge interne absolue qui est à tel moment de la vie, je me mets à ouvrir une période critique ou pas. C'est vraiment lié à l'entrée neuronale, aux stimuli particuliers associés à cette période. Et ce qui a été extrêmement bien montré, c'est que la durée de cette période et le déclenchement de cette période est lié à la maturation des circuits GABAergiques inhibiteurs et plus particulièrement aux neurones PV dont je vous ai parlé précédemment, qui contrôlent, avec l'inhibition périsomatique, la plasticité associée aux entrées excitatrices. Et donc les travaux de ces laboratoires ont permis de montrer que si on accélère la maturation des neurones GABAergiques, notamment des neurones PV, on va ouvrir de manière plus précoce la période critique. Si on réduit la fonction GABAergique, on va pouvoir décaler de l'autre côté donc cette période critique, et que tout ça est régulé par le facteur de transcription OTX2. Et ce principe et cette organisation ont été très bien décrits dans les cours d'Alain Prochian, si c'est quelque chose que vous voulez explorer plus à fond. Donc un rôle, là aussi, on va retrouver un autre rôle de ces neurones PV qui régulent l'inhibition somatique, cette fois-ci dans la plasticité. Et ce qui a été bien observé, c'est que la maturation de ces neurones PV est très différente en fonction des différents types de cortex ou différentes régions corticales qui vont maturer à des rythmes différents en fonction des entrées sensorielles différentes et différents circuits. Et donc on a un parallèle entre la maturation de ces neurones inhibiteurs périsomatiques et la capacité de répondre à de la plasticité entrant dans ces circuits. Ce qui a été montré aussi, c'est que ces changements et cette plasticité est directement liée à ces périneuronales nets dont je vous parlais, ces structures de sucre, de protéoglycans qui entourent ces cellules par valbumine positive et qui vont se mettre en place dans une deuxième phase du développement après l'initiation de l'inhibition somatique. Et la démonstration que ces structures autour de ces neurones étaient essentielles pour la plasticité, c'est qu'en fait, des travaux pionniers de Thomas Pizzarosso ont montré que quand il injecte des enzymes qui sont capables de digérer ces structures, ces périneuronales nets situées autour des neurones, il est capable d'induire la réouverture de la période critique, y compris chez l'adulte. Donc la formation de ces périneuronales nets, la stabilisation de ces périneuronales nets, de ces structures de la matrice, est vraiment, on va dire,
un gardien, ou de maintenir une limitation de la plasticité dans les circuits dont on pense qu'elle est essentielle pour stabiliser les représentations et donner un référentiel. Donc, l'autre chose aussi qu'on peut voir finalement, c'est qu'on va retrouver ces neurones PV inhibiteurs un petit peu à toutes les étapes de la construction, de la maturation et de la consolidation des circuits, puisqu'ils vont construire cette inhibition périsomatique et puis acquérir, maturer pour former ces périneuronales nettes qui vont ensuite limiter la plasticité dont le circuit est capable. Donc dans l'ensemble, si on veut reprendre un petit peu la construction, on a l'assemblage des circuits qui va permettre de créer des espèces d'ensembles connectés par l'activité spontanée, puis l'émergence progressive de l'inhibition somatique qui va permettre de limiter l'activité de manière très sparse et de permettre d'encoder finalement de manière beaucoup plus efficace l'information. Et toute cette activité va se réaliser pendant les premières étapes de la vie postnatale et être directement finalement sous l'influence de signaux ou de modèles qui sont dérivés du corps, c'est-à-dire des vagues rétiniennes, des contractions musculaires, une activité spontanée dans la cochlée, dans différents organes, etc., et qui va permettre finalement une adaptation, une construction du système face à ces signaux et permettre une représentation interne de ce corps. Et puis, progressivement, on va passer à des entrées qui vont être cette fois-ci sensorielles liées à l'expérience et qui vont permettre de déclencher ou d'ouvrir la période critique dans certains contextes, en lien directement avec ces neurones PV capables de créer cette inhibition somatique. Et cette période critique va être stabilisée, on va dire verrouillée progressivement par l'apparition, le remodelage de la matrice extracellulaire et des périneuronales nettes autour de ces structures. Et pendant toutes ces étapes, on va avoir ajout, maturation, élimination de certaines synapses. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé que des neurones. Or, il y a beaucoup de glis dans le cerveau. Et j'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant parce qu'en fait, si on sait que les cellules gliales rentrent ou arrivent finalement dans des phases un petit peu plus tardives de construction des circuits, on commence à peine à comprendre quand et comment ces cellules agissent dans des phases précises de construction. Et je vais vous donner des exemples clés. Notamment, on a les précurseurs d'oligodendrocytes qui arrivent en fin d'embryogenèse, les astrocytes aussi, qui commencent à s'intégrer dans les circuits et à progressivement maturer. Et si on sait depuis très longtemps que les astrocytes, par exemple, sont capables d'interagir avec les synapses, ce sont des travaux relativement récents, on va dire ces 10 dernières années, notamment via différents laboratoires, Ben Barres, Chalaïroglou et beaucoup d'autres, qui ont permis de montrer que les astrocytes sont capables d'interagir directement avec les neurones pour produire ou pour présenter des molécules d'adhésion, des molécules de guidage, des molécules de stabilisation, pour produire aussi des molécules de la matrice qui vont permettre de stabiliser ou de promouvoir la formation de certaines synapses, et qui donc vont être clés dans des phases de synaptogénèse et même de synaptogénèse ciblée sur certaines régions des neurones. Et puis, on a aussi, de plus en plus, et on le savait déjà, mais l'apparition d'études qui montrent que les astrocytes régulent de manière très efficace l'élimination de synapses beaucoup moins actives, par exemple en les phagocytant ou en les éliminant de manière directe. Donc des synapses moins efficaces qui ne sont pas maintenues, qui peuvent être directement éliminées par les astrocytes. Donc les astrocytes jouent un rôle clé dans la formation et l'élimination des synapses. Et puis, quelque chose d'assez remarquable qui a été montré par l'équipe de Nathalie Roache ici au Collège de France, c'est que les astrocytes sont aussi très importants pour la fermeture de la période critique. C'est-à-dire que les astrocytes, en produisant des molécules qui vont être capables de remodeler la matrice extracellulaire, des métalloprotéases par exemple, vont jouer un rôle clé dans vraiment le maintien et la fermeture
de cette stabilisation des périneuronales nettes et de la période critique liée donc aux interneurones par valbumine, avec donc un rôle contributif important de ces cellules gliales. Et c'est quelque chose, ce sont vraiment des études qui sont en train d'émerger en ce moment. Et puis, les oligodendrocytes ou les précurseurs d'oligodendrocytes sont aussi en train d'émerger comme des acteurs clés, notamment, donc je vous ai dit que les oligodendrocytes font la myéline, cette couche qui est capable de réguler la transmission nerveuse et la vitesse de la transmission de l'influx nerveux. Et en fait, un grand nombre d'études qui sont encore une fois très récentes montrent que la myéline peut être spécifique de certains types neuronaux. Par exemple, elle va être différente sur différents neurones excitateurs ou inhibiteurs du cortex et donc permettre d'accélérer ou non la transmission de l'influx nerveux associé, premièrement. Deuxièmement, qu'il y a une vraie myéline adaptative, c'est-à-dire favoriser, augmenter la myélinisation de certaines fibres en réponse à l'activité nerveuse et donc permettre vraiment d'être un acteur clé dans le remodelage ou le modelage activité dépendant des circuits. Et ce sont des travaux aussi de Maria Cecilia Angulo à l'IPNP qui montrent que certains interneurones, notamment les interneurones PV, peuvent être myélinisés plus particulièrement en réponse à l'activité et donc changer leur capacité de transmission nerveuse. Et puis enfin, alors là c'est tout nouveau, 3 mars, c'est sorti il y a 3 jours, les précurseurs d'oligodendrocytes, finalement, ces OPC, donc les précurseurs de ces cellules qui font la myéline, sont là assez tôt dans le cerveau. Et il y a une grande partie de ces cellules qui ne vont pas faire de la myéline, mais qui sont présentes dans les circuits en construction. Et ce qui est en train d'émerger, c'est que peut-être ces cellules, indépendamment du fait de si elles vont vraiment faire de la myéline ou pas, vont être capables d'interagir avec les neurones en construction. Ici, c'est dans la voie visuelle, où donc, le laboratoire de Tim Chopska montre que ces OPC sont capables de moduler la manière dont les axones se construisent, s'éliminent, se raffinent de manière activité dépendante dans la voie visuelle. Donc on voit que ces différentes étapes de construction non seulement font intervenir cette balance excitation-inhibition, cet assemblage progressif de neurones très différents mais qui vont être clés pour le fonctionnement des circuits, font intervenir de l'activité qui vient de manière spontanée du corps, des organes sensoriels, mais d'autres structures du cerveau, qui va progressivement permettre par étapes la maturation de ces circuits, et qu'on a aussi une émergence importante du rôle contributif modulateur important de cellules non neuronales comme les astrocytes, les oligodendrocytes ou les précurseurs d'oligodendrocytes. Donc sur cette espèce de schéma, on va dire, on a vraiment une construction importante et centrale d'un équilibre entre l'excitation et l'inhibition, la maturation des circuits inhibiteurs qui est clé pour la construction fonctionnelle des circuits et une évolution progressive des patrons d'activité qui va permettre finalement, étape par étape, de moduler l'élimination de certaines cellules, de certaines synapses et de passer à des structures différentes de circuits. Alors voilà, on peut résumer ça comme ça, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des grands traits qui ressortent de ça, donc une migration, un assemblage, des changements d'activité et d'activité entrante. Et bien, on verra au cours suivant que en fait, des cellules immunitaires, les microglies, rentrent trop tôt dans le cerveau et qu'elles sont capables d'aller moduler différentes étapes de construction de ces circuits. Et on verra au cours 2 et 3, en fait, les fonctions précoces des microglies dans ces étapes de migration et de positionnement, et puis l'intégration de ces cellules à des phases plus activité dépendantes, élimination des synapses, modulation des circuits inhibiteurs et plasticité période critique. Voilà, j'espère que vous êtes tous encore entiers. Et on est presque à l'heure. On a démarré presque à l'heure, on finit presque à l'heure. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.